Et puis évidemment, dès l'instant où Theodor Herzl fonde le Congrès sioniste mondial, une institution véritablement en 1897, il devient de facto un diplomate. Et c'est bien en tant que diplomate qu'il est reçu par les grands de ce monde. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio le professeur Emmanuel Navon. Bonjour Emmanuel, Boker Tov. Bonjour, Boker Or. Alors merci d'être avec nous. On vous a très souvent au téléphone et en Zoom, mais moins souvent ici. Mais c'est pour une circonstance tout à fait exceptionnelle, puisque c'est à l'occasion de la parution de ce grand ouvrage, l'histoire diplomatique d'Israël, l'étoile et le sceptre. C'est un ouvrage que vous avez publié déjà en anglais il y a de cela environ un an et demi, et qui sort aujourd'hui donc en français. Alors c'est un véritable pavé qui raconte, on va dire, toute l'histoire diplomatique de l'État d'Israël. Et alors, bien entendu, celui qui veut mieux comprendre l'État d'Israël, l'histoire de l'État d'Israël, est invité à le lire. Moi, je voudrais vous poser une première question d'abord. Ça commence où l'histoire diplomatique de l'État d'Israël? Ça commence en 48, ça commence à Herzl, ou même ça commence avant? D'abord, c'est une histoire diplomatique d'Israël, pas de l'État d'Israël. C'est le sous-titre du livre. Et en fait, c'est une histoire diplomatique de l'État d'Israël, mais également du peuple juif depuis l'Antiquité. Ah oui, alors là, ça nous remonte. Voilà, donc d'où l'épaisseur du livre, parce qu'en fait, ça couvre 3000 ans d'histoire diplomatique. Quand j'avais commencé à écrire ce livre sur l'histoire diplomatique d'Israël, je me suis dit oui, mais l'histoire du peuple juif ne commence pas en 1948. Eh oui. Donc j'admets que c'est ambitieux, mais je pense que c'était important effectivement de donner cette perspective historique, de parler également de la diplomatie des royaumes d'Israël sous l'Antiquité, mais également des dirigeants des diasporas juives pendant l'exil. C'est ça. Alors parce que bon, effectivement, il y a la période de souveraineté de l'État du peuple juif sur la terre d'Israël. On va dire peut-être avec l'heure de gloire de l'époque de Salomon, où effectivement, on peut parler d'Israël comme une puissance régionale. On va revenir sur le terme de puissance régionale qui est aussi d'actualité. Mais il y a aussi, même dans l'exil, on va dire, le rôle du peuple juif en matière diplomatique, a été préservé, on va dire, a été dominant même. Si vous prenez par exemple Yitzhak Abarbanel, qui était un grand sage du peuple juif. Un grand conseiller du roi d'Espagne. C'était un diplomate. C'était un diplomate. C'était aussi un financier, n'est-ce pas ? Il était financier, mais il était également diplomate. Il a négocié des traités entre Venise et l'Espagne. Il a influencé sur le roi d'Espagne, sur les Portugais. C'était véritablement un diplomate qui a agi au nom du peuple juif, bien qu'il n'avait pas de capacité élue. Vous prenez par exemple Ménaché Ben Israël, qui était un érudit également hollandais d'origine portugaise, qui a négocié l'entrée des Juifs dans les îles britanniques avec Oliver Cromwell. Même chose, c'était un diplomate. C'était pas uniquement ce que l'on appelle la Stadlanout, cette espèce de tentative de négociation avec les dirigeants. C'était vraiment de la diplomatie juive pendant l'exil. Ça veut dire que bien avant Naftali Bennett, la médiation on va dire de notables juifs, c'était quelque chose qui existait dans la réalité des grandes nations aussi. Bien entendu, vous prenez par exemple, j'en parle dans mon livre, l'affaire de Damas en 1840. Lorsque les Juifs de Damas, justement, avaient été accusés d'un crime rituel. Eh bien, vous voyez là une véritable organisation diplomatique, des Juifs britanniques et français, des diplomates, véritablement des hommes politiques, des hommes d'affaires, les Rothschild, qui actionnent Paris, Londres et les grandes puissances contre l'Empire ottoman. Ça, c'était de la diplomatie. Et puis, évidemment, dès l'instant où Theodor Herzl fonde le Congrès sioniste mondial, une institution véritablement en 1897, avec des institutions élues, du financement, etc., il devient de facto un diplomate. Et c'est bien en tant que diplomate qu'il est reçu par les grands de ce monde et pas en tant que journaliste. Alors, on va se rapprocher plus rapidement de l'État d'Israël. Bien entendu, lorsqu'on parle de diplomatie, on parle de la création de l'État d'Israël, on parle de cette date du 29 novembre 1947, on parle même d'un homme, Abba Eban, qui est, on va dire, le grand maître de la diplomatie, l'artisan de la diplomatie israélienne moderne. Je suppose que vous détaillez dans cet ouvrage, on va dire, ses réalisations, en particulier le vote de l'ONU de 1947. Tout à fait. Je parle pas mal d'Abba Eban, effectivement. D'ailleurs, le livre est préfacé par son neveu, le président Yitzhak Herzog. Abba Eban s'était marié avec Suzy. Donc c'était la tante de Yitzhak Herzog. Et ils étaient beaux-frères. Le père d'Yitzhak Herzog, Chaim Herzog et Abba Eban étaient beaux-frères. Ils avaient 2 sœurs. Ils étaient mariés à 2 sœurs. Ils étaient mariés à 2 sœurs, effectivement. Ambash, Suzy Ambash, de leur nom d'origine.
Et effectivement, Abba Eban était un diplomate exceptionnel. Dans sa capacité rhétorique, il parlait une dizaine de langues couramment, mais il avait une capacité rhétorique qu'on a comparée à Churchill ou à d'autres grands hommes d'État. Je raconte également de cette plaisanterie qui est une vraie anecdote lorsque le président Nixon avait dit à Golda Meir, puisque le ministre des Affaires étrangères de Nixon à l'époque était Henry Kissinger et celui de Golda Meir était Abba Eban. Et Nixon lui a dit, vous savez, Golda, on a tous les deux un ministre des Affaires étrangères juif. Alors Golda lui a dit, oui, mais le mien parle anglais sans accent. Ouais, et donc il avait cette espèce d'anglais extraordinaire et il a joué un rôle très important justement pour représenter Israël aux Nations Unies au moment de la lutte du combat diplomatique pour le plan de partage. Avec cette rhétorique extraordinaire, il a réussi à obtenir le soutien d'une majorité à l'Assemblée générale, puis à représenter Israël avec cette fameuse phrase au moment de la guerre d'indépendance, en disant « Si les pays arabes veulent la paix, ils peuvent l'avoir. S'ils veulent la guerre, ils peuvent l'avoir également. Mais qu'ils veulent la guerre ou la paix, ils ne pourront l'avoir qu'avavec un État d'Israël souverain et indépendant. » Oui, alors Abba Eban, ce sont les grandes phrases, comme cette célèbre phrase qui l'accompagne jusqu'à nos jours, c'est-à-dire que les Palestiniens n'ont jamais raté une occasion de rater une occasion. Il y a encore d'autres citations qui figurent dans le livre. Bien entendu, c'était un grand orateur, mais c'était surtout un grand diplomate, c'est-à-dire qu'il a joué aussi un rôle très important au moment de la guerre des 6 jours, pour défendre Israël, pour accuser l'Union soviétique dans son rôle que j'explique dans mon livre. C'est l'Union soviétique qui finalement porte la responsabilité ultime pour la guerre des 6 jours. Ça démarche avec De Gaulle à quelques jours de la guerre des 6 jours. Exactement. Lorsqu'il s'aperçoit, quand il arrive à Paris, je l'explique dans mon livre, où il arrive à Paris et il veut vérifier si la France est toujours garante du droit d'Israël à pouvoir naviguer dans le détroit de Tirane, comme elle s'est engagée après l'opération de Suez en 56. Et De Gaulle lui dit oui, mais ça c'était en 56, aujourd'hui on est en 1967. Et donc là, Israël réalise que la France n'est plus garante finalement, abandonne Israël. Et ensuite, effectivement, au moment après la guerre, Abba Eban joue un rôle très important sur la formulation de la résolution 242 du Conseil de sécurité, pour justement ne pas exiger d'Israël un retrait total et sans condition comme le voulaient les Russes et les Français, mais la formulation finale de la résolution 242 en anglais dit « Israeli withdrawal from territory », ce qui signifie 2 territoires. Évidemment, les Français ont traduit en Suisse ça par des territoires, mais c'est la version anglaise qui fait autorité. Alors, lorsqu'on essaye de revoir les grands diplomates israéliens, et on parle d'Abba Eban, mais peut-être plus près de nous, on pourrait parler d'un homme comme Benjamin Netanyahou, qui a commencé sa carrière sur le plan diplomatique en tant qu'ambassadeur d'Israël à l'ONU. Est-ce que ils avaient tous les deux, on va dire, une très riche culture anglo-saxonne, tous les deux. Est-ce que finalement l'exil du peuple juif pendant ces 2000 ans, où le peuple juif a été en exil à travers différentes diasporas, eh bien ça n'a pas contribué à permettre justement à ceux qui sont devenus israéliens mais qui avaient un bagage culturel d'origine de mieux servir de médiateurs ou de mieux comprendre la diplomatie, de mieux pouvoir dialoguer avec les autres nations? Alors c'est intéressant parce qu'on voit justement dans le mouvement sioniste, et j'en parle dans mon livre, cette espèce souvent de dichotomie entre les sionistes du terrain qui faisaient les kibbutz et qui travaillaient sur la terre, représentés souvent par Ben Gurion, et puis les sionistes plutôt de l'exil qui étaient les diplomates. Qui étaient raffinés, comme par exemple Chaim Weizmann ou Abba Eban. Et souvent, on se moquait d'eux parmi les dirigeants sionistes. C'est-à-dire que, par exemple, Levi Eshkol, en yiddish, disait à propos d'Abba Eban, der gelernte Narr, l'idiot érudit. Ça veut dire, il se moquait un peu de ce style très policé, ce juif de l'exil qui parlait parfaitement 10 langues, etc. Et il restait quelque chose, effectivement, dans l'État d'Israël. On voyait souvent cette dichotomie entre les dirigeants du terrain, comme Ben Gurion, etc., et les dirigeants de l'exil qui, eux, faisaient la diplomatie. Mais même Netanyahou, c'est intéressant parce qu'il a passé toute sa jeunesse, en fait, aux États-Unis. Et je me souviens que peu avant son décès, son avocat Weinroth, Yaakov Weinroth, avait donné cette longue interview à Ilana Dayan. Et à un moment, il dit à propos de Netanyahou, finalement, Netanyahou, il est resté américain. C'est intéressant. C'est-à-dire, il disait, finalement, il a gardé ce côté un peu de l'exil, la rhétorique, la culture anglo-saxonne. Donc, il reste quelque chose de là-dessus entre les Israéliens sabra et ceux qui ont gardé cette culture de l'exil et qui sont des grands diplomates.
Alors, est-ce qu'il y a, par exemple, dans votre ouvrage, puisqu'on va essayer de traduire à la réalité d'aujourd'hui, qui est une réalité sur le plan diplomatique extrêmement mouvementée, est-ce qu'il y a, par exemple, des clés qui permettent de dire pourquoi c'est Naftali Bennett qui a pris l'initiative d'une médiation entre la Russie et l'Ukraine? Est-ce qu'il y a des clés de ce type? Alors, lui aussi, il est de culture anglo-saxonne. Effectivement, de ses parents, effectivement, qui sont d'anciens Olim des États-Unis. Alors justement, c'est un peu l'idée justement du titre du livre, l'étoile et le sceptre, puisqu'en fait c'est un titre qui est pris du verset du livre des Nombres, une étoile sortira de Jacob et un sceptre d'Israël. Et donc j'affirme justement que le fait que l'étoile soit identifiée à Jacob et le sceptre à Israël n'est pas anodin, puisque l'étoile est le symbole de la spiritualité et le sceptre le symbole du pouvoir. Et j'affirme que justement, après avoir passé en revue en vol d'oiseau 3000 ans d'histoire diplomatique du peuple juif, qu'il y a là une tension permanente qui ne cesse de se répéter dans l'histoire diplomatique du peuple juif, entre vouloir aller soit uniquement vers la spiritualité ou uniquement vers le pouvoir. Et le secret, c'est de trouver un équilibre. Justement, quand est-ce que Jacob reçoit le nom Israël? Lorsqu'il prouve sa capacité et sa volonté de se battre dans le monde réel contre son frère jumeau Ésaü. Et donc c'est ça l'idée, c'est justement de toujours garder un équilibre entre ce qu'on appelle en politique étrangère le réalisme et l'idéologie. Et on le voit parfaitement dans la crise ukrainienne, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les intérêts de l'État, mais il y a également les principes et les valeurs du peuple juif. Et c'est pas toujours facile de trouver un équilibre entre les deux. Alors ça, c'est dans la crise ukrainienne, mais par exemple dans l'actualité d'aujourd'hui, puisque cet entretien se déroule le dimanche matin à quelques heures de ce sommet que l'on qualifie déjà d'historique entre les chefs des diplomaties arabes issus des accords d'Abraham, les Émirats, le Bahreïn, le Maroc et l'Égypte, qui elle, c'est la paix ancienne de 1979, puisque c'est même aujourd'hui, quasiment jour pour jour qu'ont été signés les accords de Camp David. Et Israël de l'autre côté, là aussi, il y a quelque chose qui permet à Israël de dire ce pays qui est à la fois à cheval entre l'Orient et l'Occident, qui permet aujourd'hui de faire de lui une puissance régionale. Je pense que oui, il y a là effectivement, et j'en parle aussi dans mon livre, une véritable révolution dans la position internationale et régionale d'Israël. Alors effectivement, ça avait commencé à l'époque avec les accords de Camp David, dont on célèbre l'anniversaire, on a célébré la semaine dernière, qui avait renversé les alliances au Proche-Orient. C'était un coup de maître à l'époque de Kissinger, bien que les accords aient été signés ensuite sous l'administration Carter, où il avait fait virer l'Égypte du côté américain, alors qu'elle était jusqu'à présent du côté russe, et trouver un accord entre Israël et l'Égypte. Mais c'était véritablement un accord de réel politique. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un autre mouvement. Il y a véritablement une union des pays sunnites contre l'Iran. C'est véritable, et ils apprécient, ils comprennent la valeur d'Israël. Israël, la grande puissance du Proche-Orient. Grande puissance pas seulement militaire, mais également économique. L'innovation technologique israélienne qui est indispensable pour ces pays rentiers, finalement, dont le modèle économique n'est plus viable. Et donc, je pense qu'il n'est pas anodin que les États-Unis, Anthony Blinken, se trouve également en Israël, parce que alors qu'on parle d'un accord final qui se dessine à Vienne, je pense que l'administration Biden elle-même n'a aucune illusion sur cet accord. Et le fait que Blinken vienne ici pour monter un front uni des alliés des États-Unis, avec Israël au centre, parce que ce sommet il a lieu en Israël, avec les autres pays avec lesquels Israël a des accords de paix, c'est un message très fort et très clair vis-à-vis de l'Iran, mais également vis-à-vis des pays qui le soutiennent, en particulier la Russie. Alors, je le disais, cet ouvrage, l'étoile et le sceptre, l'étoile et le sceptre, sont histoire diplomatique d'Israël, est préfacé par Yitzhak Herzog, qui est président de l'État d'Israël, et donc effectivement donc le neveu de Abba Eban et le fils de Chaim Herzog. C'est aussi lui aussi un peu aujourd'hui, en tant que président, une sorte de super ministre des Affaires étrangères, puisqu'on le voit très présent en Turquie, on l'a vu avec la Grèce. Il est très actif sur le plan international, il puise, on va dire, de l'expérience de ses aînés. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça confirme, entre parenthèses, l'importance de l'institution du président de l'État en Israël. Souvent, on entend des gens disant, mais pourquoi on a besoin d'un président? D'abord, tous les pays, tous les régimes parlementaires au monde ont un chef d'État, qu'il s'agisse de rois dans les monarchies ou de présidents dans les républiques. Mais on voit bien, effectivement, dans l'histoire d'Israël, que les présidents, souvent, ont joué un rôle charnière et très important dans la diplomatie israélienne. Et là, on voit effectivement que Yitzhak Herzog, du fait de son expérience, du fait des liens qu'il a tissés au cours des années en tant
tant que ministre, puis en tant que président de l'agence juive, est un véritable atout pour l'État d'Israël. Le fait qu'il joue un rôle primordial dans la diplomatie israélienne, Shimon Peres l'avait fait un peu aussi à l'époque, mais Shimon Peres, lui, était un peu en contradiction avec le gouvernement de l'époque, alors que lui, Yitzhak Herzog, est en une unisson complète avec le gouvernement. C'est un véritable atout pour Israël. D'ailleurs, il parle dans sa préface de son père, de son grand-père, également le Rav Yitzhak Halevi Herzog, qui lui aussi avait agi en tant que diplomate contre le livre blanc et pour essayer de sauver des Juifs pendant la Shoah. Son père, qui était donc président également, mais également ambassadeur à l'ONU, son oncle, Yaakov Herzog, qui était également un grand diplomate, et puis son oncle, évidemment, Abba Eban. Eh bien, merci beaucoup, professeur Emmanuel Navon, d'être venu nous présenter votre ouvrage, L'étoile et le sceptre, histoire diplomatique d'Israël, préfacé par Yitzhak Herzog. Alors, une question. Aux éditions Hermann. À l'édition Hermann. Alors, où on peut le trouver ici en Israël, par exemple? Alors, il est évidemment aujourd'hui, à l'heure d'Amazon, il est disponible évidemment sur Amazon, en France, dans les librairies, en Israël, en ligne essentiellement. C'est-à-dire qu'on peut l'acheter sur Amazon et c'est livré très rapidement. Mais on pourra essayer peut-être de trouver avec une librairie francophone ici, ou des librairies francophones en Israël, pour le faire venir. Eh bien voilà, si l'on veut mieux comprendre Israël, mieux comprendre la diplomatie israélienne, mieux comprendre l'actualité de ces jours chargés, de ces journées chargées, eh bien on vous invite à lire cette histoire diplomatique d'Israël, l'étoile et le sceptre de notre ami le professeur Emmanuel Navon. Merci beaucoup Emmanuel d'être venu à notre micro ce matin. Bonne journée. Bonne journée. Shavuot Tov.